puis quand nous vient pas nous, on allait. Vaccine la paix mondiale. Bonjour à tous. Merci d'être fidèles avec vous. Nous commentons l'actualité nationale, internationale et nous faisons un travail de déconstruction. Alors, merci d'être avec nous. Et aujourd'hui, je vais faire le rappel concernant quelques événements de l'actualité internationale qui confirment malheureusement que nous sommes dans une dynamique de dérégulation totale et que la situation devient de plus en plus délicate pour l'ensemble de la planète et de l'humanité. Nous avons coutume de parler de la guerre, de la fascisation. Eh bien, cette semaine, il y a une accélération dans tous ces domaines-là. Par exemple, l'avancée vers la guerre mondiale et vers le conflit militaire généralisé se confirme sur les deux fronts que nous avons l'habitude de présenter, Proche et Moyen-Orient et Europe autour de l'Ukraine. Commençons par le Proche et le Moyen-Orient, où Israël s'est relancé dans sa barbarie génocidaire avec le soutien des puissances occidentales, et notamment les États-Unis disent qu'il a raison, ils ont Netanyahu a raison, c'est bien, c'est ce qui se passe, mais le soutien tacite des pays européens qui disent ouais, mais il ne faut pas reprendre le cessez-le-feu, oui, on est inquiet, etc., sont condamnés sans prendre de sanctions et en continuant à avoir des relations économiques, diplomatiques avec l'État sioniste d'Israël. Donc, Israël a relancé une politique barbare. La semaine d'avant, on avait déjà dit qu'il interdisait l'entrée de tout soutien alimentaire, et tout soutien médicamenteux, etc. Mais là, c'est la destruction de ce qu'il reste d'immeubles. Israël s'est même permis de bombarder le seul hôpital restant qui traitait des cancers et qui avait été construit par la Turquie en solidarité avec le peuple palestinien. Évidemment, le gouvernement turc a protesté. Mais c'est vraiment la barbarie totale. Israël s'est évidemment permis aussi de relancer des bombardements au Liban et en Syrie. C'est parce que les États-Unis et le camp occidental en général ont besoin d'élargir le front de la guerre dans cet espace-là. Et chose importante à signaler, c'est que les États-Unis ont envoyé une flotte militaire puissante aux abords de l'Iran avec des menaces de Trump qui dit bon, l'Iran soutient les Houthis riposte au bombardement que nous avons fait, donc c'est l'Iran qu'il nous faut attaquer. On sait que Trump a toujours dit qu'il faut profiter du mouvement et du contexte pour écraser l'Iran et empêcher qu'il n'ait accès à la bombe nucléaire. Et donc, cette flotte états-unienne est là et beaucoup d'observateurs pensent que c'est pour chercher l'incident qui va permettre d'élargir la guerre à l'Iran dans toute cette région-là et donc de le déstabiliser. Ça, c'est pour le front Proche et Moyen-Orient. Concernant l'Europe, alors, on a parlé du deal qui a été fait entre Trump et Vladimir Poutine pour que Trump ne soutienne pas ouvertement, dit-il, l'Ukraine. L'analyse que nous avons faite, c'est qu'il s'agit là d'un partage. Trump a bien compris que les Européens ne sont pas en mesure de remporter la guerre sur ce front-là. Donc, il va concentrer ses efforts sur le Proche et Moyen-Orient, comme nous l'avons dit, et pour profiter, pour couler l'hégémonie commerciale européenne et conquérir leur marché. Donc, c'est ce qui a expliqué un deal. Mais ne nous faisons pas d'illusions. À n'importe quel moment, Trump peut reprendre la guerre contre la Russie. Il peut continuer à alimenter l'Ukraine, comme on dit chez nous, bas-feuille, parce qu'il a déjà décidé de rétablir la communication, de
renseignements militaires. Ceci dit, on a dit que Trump avait suspendu, mais aucun de nous ne peut dire si c'était vrai ou pas. Parce qu'il y a les déclarations de principe pour l'opinion, et puis il y a les réseaux qui existent entre les services secrets et les projets avec l'Ukraine. D'autant plus que Vladimir Poutine a accepté de faire marche arrière en livrant les ressources minières à Trump. Donc, Trump peut continuer à dire ce qu'il veut. Et puis, je veux dire qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur la non-implication de Trump et des États-Unis, plus clairement, dans la guerre en Europe. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que l'Union européenne, les impérialistes sont des impérialistes. Ce ne sont pas des enfants de cœur, ils ne sont pas inintelligents. Ils ont compris qu'ils ne peuvent pas compter sur les États-Unis dans le contexte actuel et que les États-Unis, en quelque part, veulent accentuer la pression sur l'Europe tout en faisant semblant de se retirer de l'OTAN. Donc, les Européens veulent aller à la guerre, et en particulier Macron qui représente les multinationales, parce que la guerre pour l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, un peu moins pour l'Italie, ça signifie donner de l'argent aux industriels de l'armement, faire l'économie redémarrer, parce que ailleurs, ils sont en difficulté. Donc, ils veulent aller à la guerre pour contrer la Russie et garantir leur part d'hégémonie. Alors, quand ils disent il nous faut nous réarmer, ce n'est pas seulement pour l'Ukraine qu'ils parlent, c'est vis-à-vis des États-Unis pour essayer de faire contrepoids. Intérêt économique, intérêt stratégique, qui se moquent totalement de l'intérêt des peuples. Mais, nous l'avions expliqué la semaine dernière, ça demande de l'argent. Alors, c'est là qu'on voit l'hypocrisie du système. Alors qu'on imposait aux gens de crever de faim, de limiter leur retraite au prétexte de déficit budgétaire, tous ces pays européens se mettent d'accord avec la Commission de Bruxelles pour dire, bon, on ne va pas compter les dépenses d'armement dans le déficit public. On peut faire de l'endettement et du déficit, hein, dès qu'il s'agit de la guerre. Pourquoi ne pouvait-on pas le faire pour les dépenses sociales? Mais parce que les dépenses sociales, ce n'est pas la préoccupation des gouvernements au pouvoir. N'empêche que l'Europe veut se réarmer à tout prix pour les raisons que nous venons de dire. Et quand on se réarme, ce n'est pas pour faire la bébelle, c'est pour entrer en guerre. Il est impossible que ces efforts de guerre-là ne débouchent pas sur le conflit, n'alimente pas le conflit qui est déjà en cours. Nous invitons tous ceux qui aiment l'histoire ou qui aiment vérifier à se repérer sur les périodes d'avant Première Guerre mondiale et d'avant Deuxième Guerre mondiale. Vous verrez strictement la même propagande. Nous devons faire des efforts pour notre sécurité. Nous devons faire des emprunts. Dans la prochaine parution du journal Chikambo, vous verrez des affiches de propagande qui on pourrait changer la date simplement, qui correspondent à cette volonté de manipuler le peuple pour qu'il accepte des effets de guerre et qu'il accepte qu'on rabote tous les acquis sociaux. Donc, on est dans cette situation-là. Et quand François Bayrou se permet de dire il faudra que la retraite soit à 64 ans, on n'y touche pas, alors que pour pouvoir rester au pouvoir, il s'était engagé vis-à-vis des parlementaires à laisser un conclave, comme ils l'ont appelé, se réunir pour décider des mesures concernant la retraite. Il signifie que, bon, moi j'avais dit ça pour des raisons politiciennes, mais maintenant j'ai un prétexte pour ne pas financer les dépenses sociales, parce qu'il dit clairement, hein, c'est vu le contexte, la conjoncture, il faut s'armer pour notre sécurité. Donc, il se permet d'affirmer sa volonté de saboter
la protection sociale. Donc, ça, c'est l'aspect préparation de la guerre. Mais ce qui est plus grave et qui a été confirmé cette semaine-là, c'est la marche forcée vers la fascisation du système. Fascisation totale au niveau des États-Unis, comme on a dit, qui licencie tous les services publics, qui fait que Elon Musk paie directement des juges pour voter. Je vous envoie sur les réseaux, les moteurs de recherche pour vérifier les détails. Donc, qui fait que aujourd'hui, Donald Trump signe un acte pour dissoudre le ministère de l'Éducation. La fascisation est opposée à la culture et à l'éducation. Rappelez-vous de la phrase de Goebbels, quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Eh bien, il s'agit de détruire toute possibilité que les gens aient accès à l'éducation. Il contrôle déjà les empires médiatiques qui conditionnent, qui mentent, qui censurent. Hein? Alors, c'est valable pour les États-Unis, mais c'est valable aussi pour la France qui ferme 3000 comptes TikTok qui dérangent le gouvernement. La France qui diabolise la France insoumise, multiplie les procès pour en faire des antisémites, des terroristes, etc. Avec, je fais une petite parenthèse, vous savez que j'aime donner des illustrations, une campagne lancée par des gens de droite. Les membres de LFI qui défendent le droit des immigrés doivent chacun accepter 2 immigrés chez eux pour montrer qu'ils sont conséquents. C'est la manipulation malpropre, si on veut, mais parce qu'on a le droit de défendre les droits des immigrés, et on n'est pas obligé de faire ce qu'on ne peut pas faire, d'autant plus que ce sont souvent des militants qui travaillent dans des organisations, des associations, bénévolement pour aider concrètement les immigrés. On pourrait dire à ces gens-là, ah bon, vous dites à ceux qui défendent les immigrés de recevoir chez eux, alors vous qui défendez le sabotage des retraites, faites ce que vous dites, appliquez tout ce que vous recevez comme revenu au-dessus de l'argent des retraités, reversez-le au service public, reversez-le. C'est de la démagogie. Je fais une parenthèse pour dire que la diabolisation est... Et ça marche, parce que les gens qui ne réfléchissent pas tombent dans le panneau de ces fausses démonstrations. Donc, diabolisation des faits. Diabolisation des organisations écologiques. Imaginez-vous que Greenpeace a été condamné à 667 millions de dollars d'amende pour avoir participé à des manifestations contre l'installation d'un nouveau oléoduc. C'est une façon de dire, je coupe à la gauche tous ceux qui protestent contre les politiques écocidaires des multinationales. Et puis, en matière d'élection, nous combattons résolument l'extrême droite. Mais ce qui se passe en Roumanie montre que la démocratie représentative bourgeoise, c'est une fumisterie. Un bonhomme arrive en tête au premier tour des élections. On dit que, on soupçonne que les Russes l'ont aidé dans sa campagne. En plus, il est anti-européen. Donc, on annule les élections. En Europe, on annule les élections parce qu'on suppose qu'on dit que. Ben, alors, ça veut dire que, hey, Le Pen, tu flattes le gouvernement de Béroula pour croire que. Ça veut dire que si tu arrives au premier tour, les choses continuent comme ça, et puis on va dire, on annule les élections. Hein. Le Pen a été financé par Moscou. Rappelez-vous qu'on avait déjà dit ça, qu'elle avait fait un prêt à Moscou. On n'est plus dans la démocratie. Il n'y a plus des élections. Alors, bref, on annule, il y a des manifestations, on fixe de nouvelles élections, et une candidate du parti de celui qui a été empêché pose sa candidature, on la refuse. L'élection piège à disait-on ça, 68. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? L'un des derniers pieds à terre de la France-Afrique, eh bien, on interdit
à tous les candidats qui sont susceptibles de gagner les élections de se présenter. Laurent Gbagbo, qui a été innocenté par la Cour pénale internationale, qui a toutes les chances de balayer le parti au pouvoir, on lui interdit de se présenter. Donc, fascisation qui passe par l'interdiction de candidature des opposants. Et puis, on peut parler au niveau des services secrets. On a parlé des États-Unis qui déplacent des juges, etc. Mais en Israël, le chef des services secrets est limogé unilatéralement par Netanyahou. Il est limogé. La Cour suprême et le président actuel d'Israël dénoncent cette affaire-là. Netanyahou dit, je le licencie comme. Il y a des menaces de grève générale et tout ça, mais on n'est plus dans un système de démocratie d'apparence. On est dans le fascisme. Alors, il y a le fascisme dans les institutions, et puis il y a le fascisme au niveau du comportement des puissances impérialistes. Quand Trump dit « je vais annexer le Groenland, je vais obliger le Canada à être un État, mais je vais prendre les mesures des minerais d'Ukraine, je vais prendre Gaza pour faire des circuits touristiques », il n'y a plus de droit international. Mais tous les autres pays impérialistes européens vont faire de même parce que la porte est ouverte, il n'y a plus de loi internationale. Donc, ça c'est la fascisation. Je ne vais pas rester longtemps sur la crise économique. Vous avez entendu dire que les États-Unis qui faisaient de guerre commerciale, eh bien, il n'y a pas d'œufs. Ils sont obligés de flatter notre pays pour dire, vendez-nous des œufs, s'il vous plaît. Parce qu'il y a une déstructuration totale de l'économie à la suite des mesures prises par Trump. D'autant plus que ces mesures-là sont changeantes. Donc, la crise économique qui va s'accélérer avec les sanctions illégales. Vous connaissez la vie chère. Mes amis, j'insiste, les gens qui se font des illusions, je ne parle pas d'opportunistes, de gens qui couillonnent le peuple, qui parlent de vie chère parce qu'ils ont besoin d'aller aux élections. Je ne parle pas de ça. Je parle des gens qui pensent sincèrement qu'on peut lutter contre la vie chère. Comme ça, en disant, Monsieur Val, s'il te plaît, défends-nous contre GBH, etc. Ça ne marche pas comme ça. La vie chère, c'est un effet au bout d'une chaîne de situations qui ne va jamais être résolu si on ne règle pas les problèmes de fond, les problèmes de pouvoir politique, les pouvoirs des dépendances économiques, etc. Bon, si on est sincère, on doit dire arrêter avec ces illusions-là, il faut mener le combat. Et puis, des règlements climatiques qui continuent, on en a parlé dimanche dernier, je n'insiste pas, hein, les catastrophes, des règlements sociétals, les crimes, les bagarres, la folie des gens, bref, tout ce magma de déchéance qui concerne l'humanité, évidemment, nous concerne directement. Alors, ça, c'était des rappels sur la situation d'actualité qui nous amènent à poser la question de déconstruction. Et la question que chacun doit se poser dans son fort intérieur, est-il vraiment possible de s'opposer à la violence du système? Est-il possible de construire un système alternatif? Il y a vraiment très peu de gens qui vraiment peuvent croire, oui, voilà, non. Oui, c'est vrai, mais on pourra s'en sortir. C'est des gens qui sont convaincus, qui ont étudié, qui ont des échanges, qui s'informent, qui connaissent l'histoire, qui sont une minorité, il faut le reconnaître, qui peuvent rester solides pour dire, maintenant, on peut continuer à lutter parce qu'on va gagner. Mais l'immense majorité des gens n'y croient pas. Pourquoi? Parce que les peuples luttent
depuis des siècles et des siècles, ils ont cru en des utopies, ils ont cru en des expériences révolutionnaires qui ont échoué. Les indépendances, les luttes de libération nationale, que ce soit en Asie, en Afrique, etc., ont débouché sur quoi? Sur des régimes néocolonialistes corrompus, sur des répressions, dans la plupart des cas. Ça, c'est la réalité. Les grands espoirs qui ont fait l'humanité faire un bond spectaculaire dans le socialisme, dans l'étatisation des biens publics, des services publics, etc., des ressources, eh bien, qui ont permis des avancées. Eh bien, ça s'est traduit par quoi? Par un échec. Mur de Berlin, le socialisme, le communisme, tout cela aidé par une propagande massive, intensive, unilatérale des impérialistes occidentaux capitalistes qui ont diabolisé le marxisme. Combien d'intellectuels de gauche indépendantistes existent qui ne veulent pas entendre parler de marxisme? Non. Victime de la propagande. Parce qu'ils n'ont pas étudié le marxisme. Parce qu'ils n'ont pas étudié les expériences de construction du socialisme avec les contradictions, les subversions, etc. Non, mais ils se sont laissés imprégner par la propagande de diabolisation. Je ne veux pas entendre parler de Marx. Communisme, le communisme, non, le socialisme. Oh, l'autre socialiste, et puis vous voulez que je sois socialiste. Donc, la réalité, c'est que les gens sont déçus, ne croient pas. Parce qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé réellement et qu'on leur cache les avancées. Avant la révolution communiste de 1917, le moudjik, où il se mangeait une pomme de terre comme repas de la journée, il était battu, écrasé par les aristocrates, c'était un cercle. Après la révolution d'octobre, il y avait des pénuries, entre autres liées au blocus, mais il y a eu un bond dans la qualité de vie de l'écrasante majorité des gens. Alors, cette propagande-là a déçu des illusions. Et tout cela, et cette désillusion est augmentée par le fait que l'on nous cache les succès de ces différentes révolutions. L'on nous cache également ce qui se fait aujourd'hui dans tous les pays du monde et qui montre qu'on est capable d'aller. Il y a une numérotation sur les luttes populaires. Cette semaine-là, j'ai parlé d'échéances liées aux impérialistes, mais cette semaine-là, en Israël barbare qui génocide, des dizaines et des dizaines de milliers de gens sont allés protester devant chez Netanyahou pour dire c'est contraire à Israël. Nous sommes d'accord avec les Gazaouis pour qu'ils luttent contre la répression. Netanyahou, vous faites ça pour qu'on ne vous juge pas, pour pouvoir rester au gouvernement. Il y a des dizaines de milliers d'Israéliens juifs qui manifestent cette semaine-là. Il y a des juifs qui ont fait des vidéos pour dire je suis un juif, mes parents étaient dans les camps de concentration, je dénonce cela. Mais continuez à montrer nous ça. On ne sait pas. Il y a eu des manifestations monstres en Grèce, je vous le disais la semaine dernière, mais il y a également des manifestations qui ont eu lieu cette semaine-là en France. Hier, il y avait des manifestations contre le racisme et contre le fascisme dans plusieurs villes de France. Manifestations qui étaient puissantes. Les médias en général disent le relais la propagande de l'extrême droite fasciste pour dire ah, LFI est antisémite, c'est hypocrite, ah, ceci, ah, cela et cela, l'échec de. Mais c'est pas vrai, il y a des manifestations partout dans le monde. En Turquie, où le maire d'Istanbul a été emprisonné par Erdogan, des centaines de milliers de gens manifestent partout pour dire libérez, nous ne voulons pas de la dictature. Partout dans le monde. Aux États-Unis,
il y a des manifestations pour la défense des droits. Quand ça à la télé, ou peut-être 30 secondes avec une phrase derrière qui ne nous permet pas de savoir ce qui se passe. Mais au-delà des manifestations populaires, partout dans le monde, il y a des initiatives alternatives du point de vue économique et social aux États-Unis, dans tous les pays européens et plus encore dans les pays africains qui se battent pour leur souveraineté. Il y a des gens, des militants qui travaillent, qui montrent que l'autre monde est déjà en train de se construire. On n'en parle pas. Parce qu'on ne veut pas que les gens comprennent qu'il y a de l'espoir. Mais la réalité, c'est que des initiatives montrent que l'autre monde est possible. Alors, évidemment, on n'a pas des informations à la télé et tous les États impérialistes occidentaux renforcent le travail pour débiailer l'esprit des gens avec des repères sur l'éducation, sur la famille, sur, je fais la parenthèse sur la famille rapidement, nous ne mettons pas en cause la défense des droits des individus qui sont persécutés pour ce qu'ils sont. Nous parlons de l'offensive qui est faite volontairement pour dénaturer l'esprit, les structures, les cultures des populations pour qu'elles n'aient pas de, ou par exemple, priver les parents de leur autorité sur les enfants et puis dire non, c'est à l'école qu'on doit leur apprendre. C'est à l'école, au primaire, qu'on doit leur apprendre comment il faut avoir des relations amoureuses. Le président Macron va dans une primaire pour dire eh oui, c'est normal, c'est l'amour qui est important. Qui c'est qui a des parents de même sexe en primaire? Et on refuse aux parents le droit d'éduquer leur enfant. Quand il s'agirait que, par l'État, que la société, que les experts en psychologie donnent aux parents les moyens de ne pas commettre les erreurs qu'ils commettent, cela est indispensable. Mais on ne peut pas supprimer l'autorité des parents. Bref, je veux dire qu'on prive d'éducation, de connaissances, on enlève le droit de la communauté, des associations, des cultures de choisir leur destin, et puis on dit que c'est les empires médiatiques possédés par les GAFA qui doivent dire ce qui est bon, ce qui est bon. Conditionner les enfants à accepter tel mode de vie, de consommation, etc. Donc, voilà la réalité. Mais est-ce que ça veut dire qu'à partir des choses positives dont nous avons parlé, il n'est pas possible de transformer la réalité? Et c'est là que je voudrais dire que la révolution qui va mettre à bas le système impérialiste, capitaliste, occidental, les systèmes de dictature, la révolution est inéluctable. C'est-à-dire que le système est voué à disparaître. Et on a déjà les signes de sa décrépitude. L'histoire de l'humanité doit nous enseigner. Il n'y a aucun système, aucun régime qui s'est installé et puis qui est resté ad vitam aeternam. Ce n'est pas possible. Les régimes qui naissent sont construits d'après les conditions de l'époque, le rapport de force. Mais comme les choses évoluent, les relations entre les hommes, les idées évoluent, les rapports à l'environnement, ça évolue, manifestement, il y a d'autres exigences qui viennent et qui remettent en cause le système. Donc, on a un nouveau système. Des systèmes se sont succédés, le système féodal, monarchique, le système de bourgeois, le système impérialiste, etc. Des empires se sont succédés, l'empire romain, l'empire musulman, l'empire ottoman, l'empire anglais, qui couvrait tout le monde, l'empire français. Et puis, l'histoire fait qu'ils sont obligés de tomber parce que les conditions changent. C'est ça qu'on parle des conditions objectives. Donc, objectivement, le système, il bouge, il disparaît. Mais pour que l'autre système s'installe, et il va s'installer, puisque l'humanité ne se pose que des questions qu'elle
qu'elle peut résoudre, dixit Marx, le nouveau système qui est déjà en germe, que les gens construisent déjà, parce que des idées nouvelles sont là, eh bien, pour qu'ils puissent s'installer, c'est aussi inéluctable. Mais ça peut prendre plus ou moins de temps. Ça peut être très rapidement une accélération de l'histoire, et ça peut prendre plus long s'il y a des barrages, etc. Mais de toute façon, oui, il est possible de mettre fin à la dictature impérialiste. Oui, il est possible de construire un monde alternatif. Alors, conditions objectives, conditions subjectives. Qu'est-ce qui fait que ça ira vite ou moins vite? C'est la possibilité qu'il y ait des avant-gardes. Alors, dans le langage marxiste révolutionnaire, il y avait une mode dès qu'un parti se formait, il s'appelait marxiste-léniniste, et puis il disait, je suis l'avant-garde du peuple. C'est pas comme ça que ça marche. L'avant-garde, c'est pas l'organisation déclarée, c'est l'ensemble des gens qui analysent réellement, scientifiquement la réalité et qui prennent des dispositions, qui disent ce qu'il faut dire, qui élaborent une stratégie valable pour accélérer la transformation du monde. Avec des erreurs. Et plus on se remet en question, plus on réfléchit, plus on devient capable d'accélérer le mouvement. D'accélérer le mouvement, mais pas d'être le mouvement. Parce que avant-garde n'existe pas s'il n'y a pas les mouvements sociaux, je ne vais pas dire, oh, regarde, les mouvements sociaux, les troupes, les fantassins, etc. Donc, si l'avant-garde est capable d'accompagner les peuples qui s'organisent déjà pour leur donner les éléments complémentaires pour les bons choix, les choses vont accélérer. Donc, l'avant-garde, ça signifie la capacité d'analyser, de se débarrasser de la prétention élitiste, individualiste, occidentale, petite bourgeoise qui dit « je suis venu, je sais, il faut faire, ouais, suivez-moi, mon partenaire, etc. » Ça, c'est de la crasse petite bourgeoise qui est là. Ça ne peut pas être l'avant-garde. Ça peut entraîner des foules un moment vers l'abîme. L'avant-garde humaine qui accompagne la population vers une véritable révolution, c'est celle qui réunit des gens qui sont humbles. Des gens qui savent que ce n'est pas de mon génie que vient la réponse, j'ai des éléments que je porte, mais c'est de la connaissance du peuple et de la pensée collective. Donc, le rapport de l'avant-garde nous amène à parler du rôle des gens. Alors, les gens, c'est les populations, les syndiqués, les militants d'organisations écologistes, les habitants d'un quartier qui font un comité pour lutter contre des exactions, etc. C'est ça, la masse de ces gens-là. Alors, ces gens-là, il faut qu'ils comprennent que c'est eux qui feront les choses aller très vite. C'est eux qui feront la révolution. Vous habitez un petit quartier de Fouacho, vous pouvez faire pour la révolution plus que certains barbares qui se prétendent révolutionnaires. Pourquoi? Parce que la révolution, c'est la transformation de la réalité. Si vous êtes dans votre quartier, vous participez à l'organisation, à la recherche collective de réponses aux problèmes de délinquance, d'occupation des jeunes, etc., vous portez votre grain de sel ou votre grain de riz parce que, comme le proverbe dit chez nous, c'est grain de riz qui a fait ça. Chaque grain de riz est important. Si parmi toutes ces graines de riz, il n'y a pas ni sac de riz. Et si chacun ne porte pas sa contribution, au niveau où il le peut, ça ne veut pas dire obligatoirement militer dans le parti, manifester dans la rue, ça veut dire faire ma part. Eh bien, les choses iront plus vite. Donc, il est possible de combattre le système et de construire le mieux vivre. Et ça ira d'autant plus vite que chacun portera sa contribution. Je l'ai déjà dit dimanche dernier, en comprenant que ça demande une remise en cause de ces façons de faire, de ces façons d'analyser, une volonté de se former, de partager, d'échanger
changer, une lucidité, un esprit critique pour ne pas boire de l'eau, moussage, toute parole, on dit, ouais, c'est bien, il va faire ci. Alors, j'aimerais que seul Martiniquais, une seule Martiniquaise, dise là en public, Emmanuel va se venir ici, il va régler le problème de la vie chère et du trafic de drogue. C'est se moquer de nous de dire ça. C'est se moquer de nous. Je crois que Teddy Leader a dit il faut que Emmanuel va arrêter de se foutre des gens. Mais comment nous, il est capable de dire son machin politicien, etc. Mais comment nous pouvons croire? Comment pouvons-nous croire encore qu'un individu, un gourou, un ministre, des états généraux, des rencontres vont changer la chose si ce n'est pas nous qui nous organisons pour créer les conditions de la révolution? Alors là, j'appelle, et je fais l'appel plutôt à ce chacun-là. C'est le moment là, parce que ce qu'on a dit au début, catastrophe et tout ça, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. À chacun de nous, si nous aimons réellement notre pays, si vraiment nous pensons qu'il faut sauver la Martinique, la protéger de l'érosion, la protéger des guerres, la protéger du génocide, nous devons faire quelque chose. Si PA nous peut faire, il faut que nous fassions en manière organisée. Plus grave, si nous aimons vraiment nos enfants, nos petits-enfants, ce n'est pas important que nous disions qu'est-ce que je leur laisse pour demain, comment je les éduque. Est-ce que je continue à les accompagner dans la consommation, dans, comment ça s'appelle, dans l'aliénation de la consommation, tout ça, les makabaye, puis tout au bête, tout makabaye, maladie, tchè, makabitué au prix. Si j'aime mes enfants, je ne dois pas leur dire, attention, voilà la situation du pays, voilà comment il nous faut nous comporter en matière de consommation, voilà ce que nous, familles, collectivement, nous allons faire pour porter notre contribution au changement. L'amour des enfants, c'est ça, hein? C'est pas autre chose. C'est pas ban mon nom et puis pas plaire. Là, nous avons piégé, nous avons tué, nous avons appris ni ça il est sans travail. L'amour des enfants nous conduit à porter notre contribution. Mais l'amour de soi, la semaine dernière, on a parlé de l'estime de soi, du point de vue psychologique. Et si moi, je comme moi, quand je continue à vivre à la vol, bon, on reproche aux jeunes d'avoir tout de suite. Mais qu'est-ce qu'on fait d'autre? Je veux ça, je veux ça, je veux pas. Si je me considère, si j'aime mon corps, mon moral, je dois me dire, je dois me respecter, je dois lutter contre mes tendances négatives. Je ne dois pas me laisser manipuler par le système, par sa propagande, par sa publicité. Si je veux être quelqu'un de digne, de respectable, qui s'auto-respecte, ben, je dois m'engager, je dois porter ma part. Et il y a urgence. Je dirais qu'il y a urgence en finissant par une anecdote. J'ai lu quand j'étais élève, je ne me rappelle plus dans quel livre, un récit sur l'éruption de la montagne Pelée. Et dans ce récit, on racontait l'histoire d'un capitaine de navire, tous les navires qui étaient dans la rade de Saint-Pierre, vous savez, c'était la capitale. Et l'éruption avait déjà commencé, et ces lieutenants viennent leur dire hey, il faut qu'on s'en aille, il faut qu'on s'en aille, et ça devient grave. Et l'officier supérieur, avait une tasse de thé à la main, et il fait penser à ses officiers ben, j'aurai quand même le temps de finir ma tasse de thé. Ben oui, mais il a été brûlé. Et le bateau a coulé, c'est paraît-il un survivant qui a raconté cette histoire. Je ne sais pas si c'est de la légende. Je me souviens très vaguement du livre dans lequel j'ai lu ça. Mais l'image est belle,
Parce que ça veut dire que souvent nous voyons un danger, son imminence, et nous remettons à demain ou à plus tard la possibilité de faire quelque chose pour le conjuguer. Alors, qui c'est d'entre nous est d'accord pour continuer à boire le thé en regardant l'éruption? Et puis qui c'est qui d'entre nous est d'accord pour voir au plus vite comment mettre le bateau à l'abri et surtout comment faire en sorte que nous arrivions à bon port et que nous reconstruisions. On y va?